Et je retrouve mes invités de ce soir pour la deuxième partie de ce débat. On en était à l'instant à la volonté du peuple, de la société iranienne, une société qui a profondément envie de changement. C'est en tout cas ce qu'on ne cesse de répéter. Les Iraniens, est-ce qu'ils sont prêts véritablement à des réformes profondes aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que la société veut effectivement des réformes profondes, une normalisation réelle et profonde, et qui doit venir de la société elle-même, de la scène politique, de la scène sociale, de la scène culturelle, de la scène économique, qui doit venir également à l'échelle régionale. Vous ne pouvez pas parler, je sais bien que c'est des expressions consacrées qui deviennent des lieux communs, mais vous ne pouvez pas parler, par exemple, de la réintégration de l'Iran dans le concert international. Il faut déjà commencer par un orchestre de chambre régional avec les acteurs majeurs, c'est-à-dire arabes, turcs et israéliens. Après, peut-être, on va parler de la réintégration dans la cacophonie apolaire internationale. Mais sur le plan national, il faut une normalisation. Cette normalisation ne peut intervenir dans le cadre juridique, politique et actuel. Et vous ne pouvez parler de demande, monsieur l'économiste Coville, que quand vous avez une offre. Quand il n'y a pas d'offre, parler de demande, c'est la manière soviétique de concevoir l'offre et la demande. En Iran, il n'y a pas d'offre. Donc, on ne peut pas parler de demande. On peut parler de demande le jour où il y aura l'offre. Le jour où moi, je peux aller à l'université de Téhéran, et pas vous. Enfin, l'offre, en tout cas, sur les opportunités, elle va quand même arriver depuis la signature des accords de Vienne, la levée des sanctions. On a quand même assisté à un virage. Notre correspondante Mariam Pirzadeh en témoigne régulièrement sur notre antenne. On a le sentiment quand même aujourd'hui que les Iraniens sont pleins d'espoir, envahis d'espoir, peut-être trop même. Oui, je crois qu'il y a un très grand espoir iranien. Mon dernier voyage remonte à quelques années, mais j'avais été très surpris dans les parcs iraniens. On parle à des étudiants, ils sont très ouverts, etc. Et ils sont très, très pro-occidentaux. Ils aiment l'Occident. Ils sont en contact avec par Internet. Il y a eu, et puis personne aussi. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que ils ont compris que le pays a payé un coût très élevé à la révolution. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que dans les années 70, l'Iran du Shah pouvait dire on va être une des grandes puissances mondiales. C'était un discours qui était accepté, qui était envisageable. Aujourd'hui, c'est un pays quand même très pauvre, donc il y a eu un coût extrêmement lourd de la révolution, et je pense qu'il y a une sorte de consensus, enfin, je parle sous le contrôle de mes confrères, je pense qu'il y a une sorte de consensus dans la société pour éviter une autre révolution et pour avoir un changement petit à petit progressif, justement une réforme qui a été arrêtée. Il y avait eu le mouvement réformateur du président Khatami et qui a été arrêté par l'élection surprise, inattendue. Preuve qu'il y a quand même un jeu électoral. L'élection surprise d'un outsider que personne n'attendait, qui était le maire de Téhéran, Ahmadinejad, et qui effectivement a beaucoup fait reculer son pays, parce que c'est un populiste pas très cultivé, et extrêmement agressif, qui a commencé à dire que la Shoah n'avait pas existé, etc. Enfin, des propos stupides. Alors que, mais je pense qu'aujourd'hui, ce mouvement vers la réforme est reparti, et je pense qu'il y a une aspiration extrêmement profonde de la population à une normalisation, à pouvoir voyager encore plus facilement, à avoir un échange d'idées et avoir effectivement se tourner encore davantage vers l'Occident, et avoir aussi un moindre rôle peut-être de la religion dans la société. Ce qui est très frappant en Iran, quand vous allez là-bas, quand vous voyagez là-bas, c'est que les mosquées sont beaucoup plus vides qu'elles ne le sont à Amman ou au Caire. C'est ça qui est très frappant. Parce qu'en fait, comme les mollahs, c'est un peu les gens du pouvoir, si vous voulez. Mais est-ce qu'ils sont prêts, les Iraniens, réellement à s'affranchir de cela aujourd'hui? Je veux dire justement, bon, je trouve que je fais une petite enquête, mais bon, effectivement, je ne suis qu'un modeste économiste, donc moi, je n'ai pas toutes les réponses. Je fais une enquête auprès de 25, j'ai interviewé 25 entreprises familiales, je suis allé en 2014 en Iran,
Et bon, j'ai eu la chance, j'ai fait mes interviews à Téhéran, puis je suis allé également dans le côté de Khorramshahr, sud-ouest de l'Iran, donc une partie plutôt assez conservatrice. Et ce qu'on est frappé, j'ai interviewé, c'est plutôt la classe moyenne, vous voyez, classe moyenne. Et il y a une demande de modernité, c'est vrai, il y a une demande de modernité, et la modernité, elle est globale, c'est vraiment une vision moderne des choses. Sur le fait que la religion doit être du ressort du privé, mais il y a un consensus absolu en Iran. L'égalité homme-femme, l'importance de la compétence professionnelle, une vision très moderne des choses. Et c'est vrai que ces gens-là attendent. Il y a cette demande, je pense, qui sont assez représentatives de la classe moyenne. Donc il y a demande, mais enfin, l'Iran est un pays compliqué. Je ne dirais pas que l'Iran est pauvre, mais l'Iran, effectivement, l'Iran, si vous voulez, une économie pétrolière. Mais effectivement, la force de l'économie iranienne, c'est cette société civile, des gens bien formés. Alors, ce qu'ils attendent de Rouhani, parce que c'était plutôt le secteur privé, et je pense que c'est là où on l'attend du côté des Iraniens, c'est qu'il y a une situation économique mauvaise, même catastrophique, avec un chômage très élevé, évidemment. Taux de chômage de 20%, beaucoup de jeunes diplômés au chômage. Alors l'inflation a ralenti, mais l'économie est à l'arrêt, à cause en partie des sanctions. Alors ce que les gens attendent, c'est que... Mais a priori, ça redémare. Et voilà, on annonce a priori, des avec les sanctions, ça a redémarré. redémarré. Excusez-moi, je voudrais dire, c'est que les gens attendent effectivement un redémarrage de l'économie. Ils attendent également, si vous voulez, une évolution globale, plus de modernité. Et c'est pour ça que ça rend optimiste, cette volonté. Que, effectivement, il y a des incertitudes, à la limite... on peut en discuter calmement. Il y a des incertitudes sur la capacité du système à répondre à ces modernisations. Mais je pense que c'est un peu compliqué en Iran. Je vous dis, j'arrête ensuite. Mais si vous voulez, ça ne tient pas la route de dire on a une société moderne qui est arrivée toute seule. Il y a eu des investissements en éducation, en infrastructure, dans le système de sécurité sociale qui est imparfait, si vous voulez, qui explique qu'on est passé, par exemple, de 7 enfants par femme en moyenne avant la Révolution à 2 enfants aujourd'hui. Donc, si vous voulez, tout ça aussi s'est mélangé. On ne peut pas dire que le régime n'est pas responsable aussi de David la Rigoulet-Rose, sur le modernisme de cette société, est-ce que la société iranienne n'est pas aujourd'hui une société trop pressée de voir des changements arriver? On ne cesse de le dire aussi, il va falloir du temps avant que, bien sûr, avant que ça change, ça bouge. Les attentes sont immenses, et évidemment, dans la perspective de les attendus de la signature sur le nucléaire ont ouvert des espoirs qui étaient sûrement de manière immédiate un peu excessifs, mais incontestablement, il y a une sécularisation par le bas qui se fait en Iran. Et c'est un mouvement de fond qui est lent, mais ce qui est intéressant, et on le voit avec les élections, c'est qu'à la fois la jeunesse est un peu désabusée par rapport au caractère contraint de la règle du jeu, et en même temps une vraie culture de la responsabilité, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas rentrer dans une logique de déstabilisation qui hypothéquerait un processus qui est lent mais profond. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que, évidemment, l'invalidation de nombre de candidatures pose un problème majeur, mais finalement, c'est assumé d'une certaine manière par la population, y compris ceux qui se diraient que c'est pas la peine de voter. D'une certaine manière, ils savent que le jeu n'est pas ouvert, mais en même temps, ils sont pas prêts à rentrer dans la logique. Vous évoquez le passif, effectivement, de la guerre Iran-Irak, de la révolution, etc. Et puis le printemps arabe, c'est-à-dire l'effet de miroir, c'est le chaos. On n'est pas du tout dans la même configuration en Iran. Il y a une logique projective vers le futur qui fait qu'ils savent que ça ne sert à rien de faire n'importe quoi. Mais on se souvient quand même de la contestation de 2009. Qu'est-ce qu'il reste de cela, justement aujourd'hui ? Puisqu'elle avait été cisaillée. Et donc, ils ont aussi intégré cette donnée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas refaire la même chose. Mais ce n'est pas pour autant que tout est figé. C'est assez complexe. Mais justement, il y a quand même quelque chose qui se passe dans les profondeurs. C'est un courant profond. Ramin Parham, on ne pourrait pas assister à un nouveau soulèvement comme ça avait été le cas en 2009 ? Oh que si. Si vous reprenez toute la littérature française consacrée à l'Iran, pour une bonne partie, vous avez, avant 2009, pour une bonne partie, vous avez ce même discours qui vient directement de la propagande iranienne. Les Iraniens sont fatigués de la révolution, de la guerre et de ses conséquences. Les Iraniens ne descendront plus jamais dans la rue. Et boum, juin 2009, 3 millions de personnes descendent dans la rue. Et puis, il y a d'autres facteurs qu'il ne faut pas oublier. L'Iran, comme tout pays, peut-être, sûrement, n'est pas fait que de la classe moyenne métropolitaine, policée. L'Iran, c'est également fait d'une masse énorme, paupérisée. La ville de Mashhad, dans l'est de l'Iran, 3 millions d'habitants. Il y a 1 million de pauvres, d'extrêmes pauvres. Facteur aggravant, ils sont pour la majorité sunnites. La ville de Téhéran, le Grand Téhéran, 15 millions, 4 millions de pauvres. C'est ce que j'avais appelé, avant 2009, les ceintures explosives, métropolitaines, des grandes villes iraniennes. Quand ça va exploser, il n'y a rien qui va l'empêcher.
Rien. Absolument rien. Donc vous la prédisez pour quand cette... Quand Gorbatchev cette est arrivé, là je parle sous votre autorité stellaire, monsieur Girard, quand Gorbatchev arrive au pouvoir... C'est gentil. Je suis dans un grand jour de générosité aujourd'hui. C'est quand Gorbatchev arrive au pouvoir, et c'était, comme vous le savez, l'un des facteurs de l'effondrement, c'était pas le seul, mais un grand facteur, l'effondrement a mis 6 ans. De l'effondrement de quoi, vous voulez dire? De l'Union soviétique. Ah d'accord, oui, d'accord. Et le grand facteur qui a amorcé le processus qui aboutira inévitablement à l'effondrement de ce système totalitaire, c'était 2009. Oui, mais justement, ce que j'ai dit, c'est qu'en 2005, l'élection d'Ahmadinejad, premièrement, était inattendue. Deuxièmement, c'est vrai qu'en 2009, le régime a paniqué face aux tricheries, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Moi, je pense que les élections ont été... Et c'est pas un nouveau risque, ça, demain, volées. justement, les fraudes? Je pense, oui, mais justement, Rouhani n'était pas du tout, il faut le répéter quand même, Rouhani n'était pas du tout le candidat privilégié du régime. Il y en avait d'autres, ok? Et il y avait un type qui s'appelait Jalili, par exemple, qui était un pur et dur, et qui était le négociateur, qui était un apparatchik, un pur et dur, et qui était le négociateur culturel, pardon. Eh bien, il a fait un très petit score, et c'est ce Rouhani, ce réformateur, pragmatique, si vous voulez, qui a gagné. Donc, il y a, je pense, vraiment une vraie volonté, mais il y a aussi la volonté, je pense, du peuple iranien, c'est comme ça que je vois les choses, de ma vision stellaire, comme a dit monsieur, c'est que je ne pense pas que ce peuple iranien veuille de guerre civile, comme il y a dans le monde arabe, ou veulent de révolutions violentes, comme ils ont eu lors de la révolution islamique. Ils voient que leur pays peut évoluer vers la réforme. Je suis tout à fait d'accord avec les choses qui ont été faites. Bien sûr qu'il y a des pauvres, bien sûr que ce n'est pas parfait. Et alors, vous avez dit que c'était un pays riche, mais c'est un pays potentiellement riche, parce qu'il y a cette éducation, etc. Mais quand même, là, il y a une qui pourrait devenir encore de plus la demain. Gestion économique. Et disons, c'est quand même les voilà. 4e réserves pétrolières du monde et les premières réserves de gaz. Donc, et puis il y a... C'est le capital humain. Du fait, voilà, il y a capital humain, il y a un capital fort. Humain aussi. Donc c'est vrai que... Alors j'ai des amis qui me disent, à force de dire qu'un pays a du potentiel, il n'arrive pas à le mettre en place, il y a peut-être un problème. Et ça c'est vrai. Mais on a effectivement... c'est un grand sujet, les inégalités de revenus, c'est vrai en Iran. Mais bon, il y a un problème de l'Iran, pour avoir des chiffres, c'est qu'on a une économie parallèle qui est très importante. Et je pense qu'il y a sur le terrain sur lequel Rouhani est attendu, c'est la transparence. C'est vrai que, pour parler concrètement, hein, c'est facile de faire des grandes déclarations, le secteur privé, c'est 15%, 20% de l'économie iranienne. Et moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, et c'est là que, si vous voulez, c'est des gens qui se battent. Moi, j'ai vu des femmes chefs d'entreprise. Hein, une femme chef dans la pétrochimie. Et c'est la première à dire que le régime met beaucoup de pression sur les femmes. Elle est chef d'entreprise, elle gère des milliers d'employés. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le Rouhani nous donne à gérer ces entreprises. Nous, on est capable de les gérer. C'est incapable du secteur public. Et ce que voudrait le secteur privé iranien, c'est effectivement... Et il y a une lutte politique qui va s'engager en Iran entre les intérêts rentiers que représentent les passedarans et les fondations et ce secteur privé qui est géré par la classe moyenne. Et c'est vrai que dans les incertitudes, on va voir ce que va faire Rouhani. Sur le plan de l'économie politique de l'Iran, si le secteur privé, et c'est vrai, moi... Ça commence plus qu'à bouger, ça commence à bouger. évidemment. Le secteur privé puis avoir plus de pouvoir économique, je pense que, quelque part, il y aura une influence politique de la privatisation de l'économie iranienne. Mais c'est vrai qu'il y a des... David Rigoulet-Rose, sur cette C'est question. aussi l'enjeu de l'arrivée des investisseurs, parce que là, il y a une concurrence qui va se faire avec les... Qui faisait la queue à la porte, hein, les acteurs traditionnels, enfin Ouais, ceux, pendant longtemps. notamment les passedarans, etc., qui ont le monopole sur un certain nombre d'activités économiques. Évidemment, on ne voit pas forcément ça d'un bon œil parce que ça insuffle une nouveauté dans le circuit économique et donc ça va leur poser des problèmes. Et Rouhani, d'ailleurs, a intégré cette variable qui est un élément justement de la réforme qui est fondamental, qui ne se voit pas forcément immédiatement, mais qui est très, très important. L'ouverture justement sur l'extérieur, ça va soulever de nouvelles problématiques. Et la grande question, c'est est-ce que l'Iran saura les gérer demain, la compétitivité notamment? Alors, je pense qu'il y a... Ce qui est intéressant, si on compare avec l'Arabie Saoudite sur le plan économique, je pense qu'il y a, du fait des sanctions, l'Iran est moins dépendant du pétrole qu'avant. Hein, les recettes pétrolières représentent, je crois, 30% du budget iranien.
Et ça, c'est une bonne chose pour l'Iran. Et c'est vrai qu'il y a une augmentation des exportations non pétrolières de l'Iran. Donc l'Iran, par exemple, le premier marché de l'Iran, ça c'est les chiffres des douanes iraniennes, je pense qu'ils sont relativement bons, c'est l'Irak. Ils exportent 5 milliards de dollars de produits manufacturés. Donc c'est vrai, quelque part, ce que je vous disais, il y a les germes d'une économie non pétrolière, mais il y a énormément de réformes à mettre en place. Ça c'est vrai, pour attirer l'investissement étranger, pour favoriser la compétitivité de l'Iran. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Regardez ce tweet, Thierry Coville. Hein. Je pense que le peuple iranien doit renouveler sa confiance parlementaire à Hassan Rouhani, car il a sorti le pays de son isolement. C'est une vérité. Quand même, il faut rappeler ce que c'est que cet accord nucléaire du 14 juillet 2015 signé à Vienne. C'est le plus grand succès de la diplomatie d'Obama, et c'est le fait. Il faut se souvenir qu'en 2007, le vice-président Dick Cheney, du président W. Bush, voulait bombarder les installations nucléaires de l'Iran. Il faut se souvenir qu'en mars 2009, le roi d'Arabie Saoudite, en visite à la Maison-Blanche, avait dit qu'il fallait couper la tête du serpent, c'est-à-dire que l'Amérique fasse la guerre à l'Iran. Aujourd'hui, on a un ministre des Affaires étrangères, vous avez parlé, Zarif, et John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui s'entendent extrêmement bien. On a des entreprises étrangères qui sont prêtes à revenir en Iran. Je pense pour les entreprises françaises, bien sûr, à Peugeot, à Bouygues, etc., à Total. Il y a aussi une population, on l'a dit, qui veut ces investissements étrangers. Alors, il y a des problèmes. Il y a le problème de la guerre froide. C'est un système qui n'est pas tout à fait, effectivement, bien contrôlé. Il y a le système de la guerre froide avec l'Arabie Saoudite. Rupture des relations diplomatiques avec Riyad. Je pense que l'Arabie Saoudite n'a pas eu raison d'exécuter le cheikh Nimer al-Nimer, qui est le grand... Attendez, il n'y a pas un lien de cause à effet, justement, avec la signature de cet accord ? Il y a un lien de cause à effet, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a exécuté un grand cheikh chiite, d'accord ? L'Arabie Saoudite, c'est le grand pays sunnite de la région, mais elle a une minorité chiite. Elle a exécuté le cheikh qui la représente. Je pense que c'est une mesure extrêmement sévère. Ce cheikh n'avait jamais appelé à une insurrection armée contre la maison des Saouds. Et en réaction à cette exécution, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines ? Il y a eu des manifestations à Téhéran et l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran a été incendiée. Ça, c'est vrai que c'est inacceptable. Il y a des conventions de Vienne qui obligent à garder les ambassades, et le régime n'a pas été capable de bien protéger ces ambassades. Et maintenant, vous avez la rupture des relations diplomatiques. Ce serait une ambition pour la France d'essayer de faire en sorte que les chiites et les sunnites, l'Arabie Saoudite et l'Iran, arrêtent leur guerre froide. Mais tout ça, mis bout à bout, ça fait quand même un pays dont, je dirais, tout le monde espère l'émergence. Les Chinois espèrent l'émergence de l'Iran. L'Amérique, les États-Unis espèrent l'émergence de l'Iran. L'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne espèrent l'émergence. Quitte à transiger avec la question des droits de l'homme, c'est un point qu'on n'a pas évoqué ce soir. Ramin Parham, peut-être sur ce point-là. Il y a à peu près 800 exécutions, la plupart publiques, sur la place publique en Iran depuis l'arrivée de Rouhani. Plus d'un total le total dépasse les 2000. 2200 d'exécutions sous son mandat, effectivement. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Strictement, le dernier rapport d'Amnesty International en la matière est sorti hier, je crois. Strictement, rien n'a changé, ça s'est même aggravé. Et alors, ils disent que voilà, Rouhani est le chef de l'exécutif, que le judiciaire faisait, blablabla. Mais Rouhani est un homme issu de l'appareil sécuritaire et des renseignements. Rouhani était l'homme en charge des purges sanglantes menées au sein de l'armée iranienne après 1979. Il n'a aucune intention, il ne l'a jamais dit, de réformer quoi que ce soit dans ce domaine ni dans d'autres. Vous savez, pour résumer, on parle souvent d'un autre lieu commun, il y en a beaucoup concernant l'Iran, du modèle chinois. Deng Xiaoping qui viendrait, alors ça serait Rouhani, il y aurait des investissements massifs étrangers, il n'y en aura pas. Ils peuvent attendre ces grandes entreprises jusqu'à ce que l'herbe pousse sous leurs pieds, comme on dit en persan. Ou alors on parle de Gorbatchev. Monsieur Rouhani n'a jamais présenté de glasnost ni de perestroïka. Monsieur Rouhani est là depuis 2 ans pour une seule chose, parce que on a dit, des personnes ont dit au guide suprême qu'une résolution vient de passer avec un vote historique, la Chambre des représentants du Congrès américain, qui mettrait par terre le régime iranien en un rien de temps. Et cette résolution
passé avec plus de 400 voix, contre 4 seulement, est sur la table du Sénat. Il a fait venir Rouhani pour signer au plus vite un accord nucléaire, on ne va pas revenir dessus, mais personne n'est dupe, à commencer par les acteurs régionaux qui se lancent dans la prolifération. Monsieur Girard. Et David Rigoulet-Rose, alors moi je prends le mot de la fin, s'il vous plaît, David Rigoulet-Rose, qu'on n'a pas beaucoup entendu, et ce sera vraiment le mot de la fin. Demain, les Iraniens, ils vont voter malgré tout, quelle que soit l'issue de ce vote, il faudra compter sur l'influence de l'Iran sur la scène internationale au niveau régional, plus que jamais. Oui, ça, de toute façon, c'est incontournable, parce que c'est déjà, de fait, c'est déjà le cas. Avant même, d'ailleurs, sa réintégration dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, il y avait déjà un poids géopolitique qui s'était affirmé. Mais justement, les élections, il y a un lien avec ces élections. C'est-à-dire que c'est aussi la question de la responsabilité de l'Iran comme acteur politique. Et vous évoquiez le pillage des ambassades. Il y a un fait significatif, c'est que le président Rouhani a immédiatement essayé de prendre des mesures. Et d'ailleurs, le pouvoir judiciaire a été saisi pour poursuivre un certain nombre justement d'activistes un peu jugés extrémistes. Donc il a besoin de ça pour valider sa légitimité sur le plan de la responsabilité en tant qu'acteur. Je prends solennellement le pari ici dans cette émission. Et c'est le mot de la fin. Voilà, solennellement le pari, on pourra la on se retrouvera pour en parler. Il n'y aura pas de révolution dans les 10 prochaines années, après je ne sais pas, et que les investisseurs iraniens, monsieur, les investisseurs internationaux iront bien en Iran. Voilà, c'est le pari que je prends, et on verra dans 5 ans. On vous invitera pour une nouvelle émission, un nouveau débat. Merci à vous, merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat à quelques heures donc de ce vote crucial en Iran, élection législative. On ne manquera pas évidemment de nous faire vivre sur France 24 toute la journée. On va passer tout de suite à Un œil sur les médias. On accueille Karim Yayaoui. Plutôt optimiste. On commence avec l'Iran, des élections teintées d'espoir. En tout cas, c'est ce qui en est dit sur la toile. En tout cas, c'est ce qu'on explique sur un certain nombre de sites d'information, des espoirs relativement modérés tout de même. Sur le site de France 24, on explique que Rouhani espère saper la mainmise des conservateurs, les faire légèrement reculer sans que ça provoque une révolution. Alors évidemment, un certain nombre de médias s'intéressent aux conséquences économiques. Le site Sputnik, lui, s'interroge sur la possibilité d'investissements étrangers toujours plus importants. Et c'est une question cruciale, explique le site français de 20 minutes, parce que aujourd'hui, pour les plus modestes des Iraniens, les effets bénéfiques dont on a tant parlé de l'ouverture de l'Iran tardent à se faire sentir. Pour beaucoup, en tout cas pour une partie de la population, ça n'a strictement rien changé. Beaucoup de médias s'intéressent à la jeunesse iranienne. Le site du Christian Science Monitor qui a posé la question à un certain nombre d'Iraniens qui considèrent que ces élections ne vont pas forcément changer énormément de choses. Les conservateurs ne vont pas forcément reculer, mais beaucoup d'entre eux admettent que leur vie est meilleure depuis que Rouhani est au pouvoir. Alors c'est une partie de la jeunesse, sans doute les plus, pas forcément les plus modestes. Du côté de France TV et de France Info, on s'arrête justement sur cette jeunesse et aussi sur ce monde de la culture et Internet qui tente d'exister et même de foisonner malgré le contrôle, malgré la censure. Le site de France Info a choisi pour illustrer son article un chanteur qui s'appelle King Graham, qui est rentré en Iran et qui, dit-il, veut se battre contre les préjugés qui traversent un certain nombre de médias sur l'Iran. Alors, lui chante des textes d'amour, il chante aussi des textes où en filigrane on peut voir un certain nombre de sujets de société. D'après lui, la situation est beaucoup moins tendue qu'on peut croire pour les artistes. Ce n'est pas forcément le cas pour un groupe de hard rock dont parle aussi cet article qui risque la peine de mort pour des textes dits subversifs. En tout cas, le site de Courrier International lui souligne qu'il faut tout de même compter avec la force des conservateurs iraniens. Le site de Courrier International qui s'arrête sur la ville de Qom qui dit non à l'infiltration occidentale, une infiltration qui serait orchestrée par Rouhani, à en croire un certain nombre de conservateurs.
En France, le projet de loi sur la réforme du droit du travail, elle continue de susciter un vif débat. C'est vrai que ce projet de loi suscite une vraie polémique. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a souvent évoqué comme un projet de loi émanant du MEDEF ou de la droite. En tout cas, sur Twitter, le gouvernement a décidé de riposter en créant un compte Twitter pour tenter d'expliquer cette loi. Un compte Twitter où on pouvait lire aujourd'hui « Bonjour Twitter, je suis le projet de loi travail, on parle beaucoup de moi, mais on me connaît mal. Et si on faisait connaissance ?» Le problème, c'est que Twitter va vouloir faire connaissance de façon pas très sympathique avec ce nouveau compte Twitter. Du côté du PS à Mulhouse, on publie ce message plein d'ironie. « Excuse-moi, loi travail, t'es pas mon type de loi. Moi, je les aime intelligente, sensée et avec le cœur à gauche, il n'y aura jamais de nous. » Et c'est vrai que ce petit message, si on le revoit, avait un petit côté racoleur avec ce « et si on faisait connaissance ?» Eh bien, sur les réseaux sociaux, on a évidemment pointé ça du doigt. Quand tu te fais aborder par la loi travail, il y a aussi Adrien qui ironise, comme si ce compte Twitter pouvait mettre fin à la polémique et régler la difficulté à défendre ce projet. Et puis cette image de Manuel Valls transformé en community manager. Attends, je vais mettre un gif pour prouver qu'on est à la page. Bien joué Manuel, t'es un super community manager. Voilà, place à l'humour avec Karim Ayaoui. Merci beaucoup. Karim, c'était un œil sur les médias. Merci à tous les quatre d'avoir été nos invités de ce soir. C'est la fin donc de ce débat, de ce Pareil Direct également. Vous restez avec